Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous dans ce journal. Voici le sommaire. Les travaux de lotissement, de recasement et d'ouverture de voies reprennent dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est le maire Georges Bada qui a présidé la cérémonie officielle de relance des travaux ce jour sur le terrain de sport de la mairie. Remise officielle du rapport du comité ad hoc de réflexion sur le cadre juridique pour le partenariat public-privé ce jour au ministre d'État chargé du plan et de développement Abdoulaye Biotchane. Eh bien, vous aurez dans un instant plus de détails avec Fréjus Serran en Libye. L'autorité centrale se renforce de plus en plus. Le gouvernement d'union nationale s'est installé ce lundi dans les locaux officiels dans le centre de la capitale, Tripoli. Merci de nous préférer. Le Bénin est en phase d'avoir un cadre juridique pour le partenariat public-privé, puisque les travaux du comité ad hoc de réflexion sur ce cadre se sont achevés ce jour et le rapport a été donc transmis au ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane. La cérémonie s'est déroulée à la salle de conférence du ministère chargé des relations avec les institutions en présence du maître des lieux, Joseph Djokbenou. Les précisions, c'est avec Fréjus Serran et Cyril Agbo. 77 articles, 5 titres et plusieurs chapitres, c'est la forme que revêt le cadre juridique de nature législative sur le partenariat public-privé proposé dans ce rapport transmis au ministre d'État chargé du plan du développement par le comité ad hoc de réflexion sur la question installée le 14 juin dernier. Ce cadre juridique vise à donner de l'assurance aux investisseurs à pouvoir rentrer dans un espace de partenariat public-privé et permettre aussi à l'État d'avoir les fonds nécessaires pour exécuter ses plans d'action. Notre comité a eu donc l'honneur de pouvoir analyser en 28 jours tout ce qui peut être possible pour vraiment sécuriser, mettre en place un cadre juridique pour le partenariat public-privé au Bénin. Abdoulaye Biotchane, après avoir salué la célérité du comité dans ses travaux, a sollicité l'aide du président de la commission du plan du Parlement ainsi que d'autres députés présents à cette cérémonie pour que cette loi puisse recevoir assez rapidement un écho favorable au Parlement car, dit-il, c'est l'économie de la nation qui est en jeu. Nous avons sur nos tables plusieurs projets de partenariat. Mais c'est un fait que ce cadre légal nous manquait et nous manque encore. Ce sont des milliers d'emplois qui sont en cause. C'est une partie de la prospérité de notre pays qui est en cause. Parce que je peux vous le dire, sans ce cadre légal, beaucoup de contrats dits PPP ne passeront pas. Je ne vois en effet pas un investisseur sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans s'engager sur la base d'un décret. Le garde des Sceaux a salué la solidarité des différents ministères, mais aussi et surtout la collaboration entre l'exécutif et le législatif sur ce dossier. Il a par ailleurs annoncé la participation de la Banque mondiale. Je voudrais aussi souligner le fait que l'un de nos partenaires, notamment la Banque mondiale, qui est ici représentée, nous a accordé d'achever ce processus par l'onction d'un expert. Et je voudrais saluer déjà le fait que l'Assemblée nationale a pris à cœur l'urgence à voir délibérer sur ce test, d'autant qu'il m'est revenu que déjà hier ou avant-hier, le test a été affecté à la commission du plan principalement. Au cours de ces travaux, le comité ad hoc de réflexion sur le cadre juridique du partenariat public-privé a examiné 8 tests d'autres pays sur le partenariat public-privé. Il s'agit entre autres de ceux du Burkina Faso, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Direction Abomey-Calavi où s'est déroulée ce matin la cérémonie officielle de relance des travaux de lotissement, de recasement et d'ouverture de voies. C'était en présence du maire Georges Bada, du conseil communal, des chefs d'arrondissement, des chefs de village et de quartier, des têtes couronnées des populations de la dite commune Mori-Agua, Damien Pedro.
Cette cérémonie marque le début d'une nouvelle ère de lotissement dans la commune d'Abomey-Calavi qui sera marquée par le changement des habitudes afin que chacun rentre dans ses droits. C'est du moins la substance à retenir des messages délivrés par les autorités qui se sont succédés au pupitre. Le chef d'arrondissement d'Abomey-Calavi est conscient des maux dont souffre la commune. Le lotissement de la commune d'Abomey-Calavi en général, et plus particulièrement celui de Calavi Centre, ex-commune urbaine, est en danger. Monsieur le maire, vous êtes désormais le médecin-chef qui devra guérir le lotissement de ces maux. Nous autres, infirmiers et soignants, aides-soignants, serons à vos côtés pour vous y aider. Pour le président de la commission Affaires domaniales, le morcellement tous azimuts est terminé. Dorénavant, aucun lotissement ne doit plus nous permettre d'avoir des dettes de parcelles à Calavi. Actuellement, nous avons plus de 1500 dettes. Aujourd'hui, le nouveau conseil communal a décidé que chaque lotissement s'autosuffit. On ne veut plus entendre que le lotissement d'un arrondissement a roulé à perte et qu'il faut attendre le lotissement d'un autre arrondissement pour régler les problèmes. C'est terminé à Calavi. L'essentiel pour le directeur départemental de l'habitat et de l'urbanisme atlantique est que cette relance des travaux de lotissement, de recasement et d'ouverture des voies se déroule dans de bonnes conditions. Le travail reste, puisque nous avons déterminé maintenant théoriquement comment ça va se faire. L'application se ferait avec vous tous, population d'Abomey-Calavi. Chacun a sa partition à jouer. Donc notre souhait, c'est que désormais, les lotissements se passent de façon plus saine. Le maire d'Abomey-Calavi prend ici un engagement devant ses administrés. Nous devons tous, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne chacun, jouer sa partition. Et comme l'ont dit mes prédécesseurs ici à ce pupitre même, aucune intervention de détournement d'objectifs ne viendra de la part du maire. Pour Georges Bada, la sécurisation foncière devient une priorité, mais aussi un moyen de structuration de l'espace communal. Condition essentielle pour faire des localités de notre commune des zones d'attrait pour les investisseurs. C'est pourquoi il use de faire aboutir tous les travaux de lotissement en cours, bien entendu en nous appuyant sur les nouvelles directives relevant du domaine de l'aménagement et de l'urbanisme. Je voudrais une fois encore compter sur les efforts personnels que les différents acteurs ne cesseront de déployer pour atteindre ces différents objectifs. La réussite de la relance des travaux de lotissement est donc une préoccupation majeure du conseil communal d'Abomey-Calavi. La population, elle, n'attend qu'un aboutissement heureux de ce nouveau départ. Et nous restons dans cette localité du Bénin pour dire qu'une délégation de la Banque mondiale et du PUGEMU était au cabinet du maire Georges Bada ce matin pour le remercier du respect des engagements pris au cours du dernier passage d'une délégation de la Banque mondiale. À cette occasion, le coordonnateur CSS PUGEMU, Samoré Seydou Andabi, et certains membres de la délégation ont formulé quelques doléances à l'endroit du maire concernant la conduite à tenir par les populations pour la réussite de certains projets en cours dans la commune. On écoute le maire Georges Bada et le coordonnateur CSS PUGEMU. La délégation de la Banque mondiale en fait, est arrivée ce matin ici avec à sa tête le docteur Africa, le titulaire même du projet à la Banque mondiale, pour dire merci au maire et à toute la commune de Calavi parce que les engagements pris lors du dernier passage de la mission de la banque ici ont été entièrement respectés. Les contreparties de la ville pour le bon déroulement du projet et tous les sites pour les points de regroupement et le centre de transfert, tout a été mis à la disposition du projet. Donc il était normal que le chef même du projet se déplace pour venir dire merci au maire.
à toute son équipe et à toute la commune de Calavi. Oui, les doléances que nous avons, c'est des problèmes liés au fonctionnement normal des ouvrages en construction. C'est tout simplement ça. Je pense qu'il suffit d'une seule séance avec les acteurs à la base, ça va être réglé. Et le maire a promis que dans les jours à venir, on va tous se retrouver pour vider pour une fois pour toutes cette question-là, liée au problème de zonage, liée au problème de d'érection des ouvrages, les problèmes de proximité avec les maisons. Donc tout ça là va être réglé au cours d'une séance. C'est tout simplement ça. Les ouvrages dont on parle, le pont de Sodo qui est long de plus de 200 mètres, n'est pas un ouvrage réalisable par les fonds de la commune. Donc Pugému vient en appui pour un certain nombre de grands ouvrages dans notre commune. Il va de soi que nous honorons de nos engagements, c'est-à-dire la contribution déjà quotidienne et simple que nous avons, également les sites à mettre à leur disposition. Et je crois que nous devons pouvoir travailler la main dans la main pour faire de cette commune une commune dont le développement est réellement amorcé. Voilà pourquoi nous sommes très très contents d'être là. Oui, mais je crois que c'est des préoccupations qui sont techniques et que du reste nous devons honorer, parce que c'est vrai, pour mettre des ordures dans un quartier, dans une place donnée, il revient à la population également d'accepter, il revient à la commune de s'engager pour que ces ordures partent le plus rapidement possible. Donc ce point-là sera réalisé. Également pour ce qui concerne l'espace vert ou les mesures d'accompagnement qui seront réalisées au niveau du pont. À l'image de ce que vous avez à Cotonou, il faut nécessairement que la population, les présumés propriétaires, acceptent de coopérer pour que réellement nous ayons l'espace qu'il faut en vue de réaliser cet ouvrage. Je crois que c'est une des doléances également que nous avons accepté de réaliser. Et ce journal se poursuit. Les députés ont procédé hier à la clôture de la première session ordinaire de l'année 2016 au Palais des Gouverneurs. À cette séance, le vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Rondeté, a fait le point des activités menées en 3 mois au cours des différentes plénières. Après la cérémonie de la clôture, quelques députés ont apprécié le déroulement des travaux pendant cette période. Ils sont au micro de Amen Didier Rumpenoudji et de Romaric Devoshi. La présente session qui vient de prendre fin a été vraiment laborieuse et a été très très productive à mon avis. L'économie de notre pays est basée sur l'agriculture. On a voté la loi concernant la mise en place des chambres d'agriculture. On a fait du beau travail, sauf quelques fois où le gouvernement a été empêché, n'est pas là, mais on s'est compris. Nous sommes fiers aussi des questions d'actualité. Les lois qui n'ont pas pu être votées, nous les avons envoyées en atelier. La 7e législature n'a pas de repos, comme les autres législatures, bien sûr. Avec les différentes lois qui ont été étudiées ici, adopter les différentes actions du contrôle de l'action gouvernementale, moi je crois que l'essentiel est fait et j'en suis satisfait. Et je dirais aussi, ce qui est important, c'est toutes les lois qui ont été votées en faveur de la population. L'alternance à la tête de notre pays n'a pas influencé sur le rapport de fonctionnement de l'Assemblée. Ça, c'est ma première satisfaction. La cohésion qui existait avant l'élection du nouveau président, cette cohésion-là continue au niveau de l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est une fierté. Une fierté parce que ça veut dire que la démocratie béninoise est au top niveau. C'est un grand pas. Par rapport à l'action, au contrôle de l'action du gouvernement, je crois que notre session-là a pris un coup parce que il faut comprendre, c'est humain. Le nouveau pouvoir qui est installé, il faut qu'on leur donne un temps de grâce pour qu'ils puissent prendre les dossiers en main. Et le fait qu'on doit leur donner un temps de grâce, on ne peut pas aller dans l'action de contrôle du gouvernement comme cela se doit. J'ai fait une participation de qualité parce que pour la plupart, mes propositions ont souvent été prises en compte. Et pendant le collectif budgétaire, je crois que j'ai attiré l'attention des membres du gouvernement sur certains aspects, certains faits. Et dans les réponses, tous les députés ont apprécié parce que même dans les réponses, les représentants du gouvernement ont quand même approuvé mes différentes
propositions et mes différentes contributions. Les travaux en commission comme en plénière, le gouvernement a représenté. Ça dénote, n'est-ce pas, l'importance et le respect que le gouvernement actuel observe vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'institution parlementaire de notre pays. Le gouvernement a souvent quand même bien participé. Et lorsque nous leur faisons des reproches, ils n'ont pas de difficulté à reconnaître, par exemple, les reproches et à approuver ou bien accepter même les propositions que nous faisons. La seule chose que je peux demander, c'est qu'on améliore tous, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau du gouvernement, qu'on améliore les choses afin que ça aille plus mieux. Hors de nos frontières pour lutter contre les exactions de Boko Haram, le président nigérien Mahamadou Issoufou a appelé ce lundi à Niamey à la création d'une force multinationale mixte d'Afrique de l'Ouest. Une lutte contre le terrorisme sur le modèle de celle opérant dans la région de lac Tchad. Antoinette Sabo pour les détails. Renforcer le mandat et l'effectif de la MINUSMA, force de l'ONU au Mali, c'est le message délivré par le président nigérien Mahamadou Issoufou à l'entame de la 3e conférence au sommet des présidents du Conseil de l'Entente. Ce conseil est créé en 1959 et a pour objectif d'assurer la paix, la sécurité et la stabilité des États membres. Les attentats survenus à Bamako, à Ouagadougou, à Grand Bassam, zone considérée comme étant très éloignée des théâtres d'opération, démontre à l'évidence que le champ d'action du terrorisme n'a pas de limite. La stabilité de notre sous-région passe par la stabilité de tous les pays voisins. Dans ce sens, nous devons œuvrer pour le renforcement du mandat et des effectifs de la MINUSMA en vue de mener des offensives contre les forces terroristes de tout genre opérant au Nord Mali. Pour lutter efficacement contre les attaques djihadistes, des propositions existent, a déclaré le président nigérien. À défaut, pour combattre efficacement le terrorisme dans ce pays frère, nous devons mettre en place une force mixte multinationale sur le modèle de celle qui opère dans le bassin du lac Tchad. Je me réjouis de ce que cette dernière, désormais opérationnelle, mène depuis quelques semaines des opérations efficaces contre la secte Boko Haram. Par ailleurs, nous devons encourager le processus de réconciliation nationale en Libye à travers la formation et la mise en place d'un gouvernement fort et crédible pour faire face aux forces terroristes et restaurer l'autorité de l'État libyen. On prépare ce sommet du Conseil de l'Entente les présidents Patrice Talon du Bénin, Faure Gnassingbé du Togo, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, ainsi que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta en tant qu'observateur. 5 ans après le retour de la paix en Côte d'Ivoire, 11 000 réfugiés ivoiriens vivant au Ghana sont toujours effrayés de rentrer chez eux, malgré l'économie florissante du premier producteur de cacao au monde. Une réunion tripartite a été organisée par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à Abidjan ce mardi pour préparer le retour des derniers réfugiés ivoiriens qui ont fui le pays à la suite des violences post-électorales de 2010-2011, suivant les réactions de certains réfugiés et responsables du HCR. Je suis de l'Ouest. Et ceux qui sont visés aujourd'hui, c'est les gens de l'Ouest. Je n'ai plus de village, ni de campement. Tous les rebelles ont occupé nos secteurs chez nous. On ne peut pas rentrer, aller à Abidjan, on ne peut pas entreprendre quelque chose à Abidjan. Tu peux pas, même au marché, les rebelles sont dans les marchés. Donc là, moi rentrer, ce n'est pas maintenant. Tant que le régime de Ouattara en place, je suis toujours en exil. Aller en Côte d'Ivoire, c'est aller mourir. Il vaut mieux rester ici et puis attendre le jour de ma mort réelle que d'aller me faire tuer par les rebelles en Côte d'Ivoire. Je préfère rester ici. Le rapatriement du HCR est volontaire. Chaque individu évalue la situation et en fonction de cela, ils prennent la décision de rentrer. Notre rôle est de faciliter ça pour s'assurer que nous avons des informations de sources diverses des pays ciblés, afin qu'ils puissent prendre une décision. Nous faisons tout ce que nous pouvons en termes de relayer les inquiétudes des réfugiés au gouvernement ivoirien et inversement, afin de s'assurer que tout le monde se comprend et qu'on puisse travailler et avancer, même si de nombreux réfugiés ne veulent pas rentrer
parce qu'ils ne pensent pas que les conditions sont réunies. Personne ne veut être un réfugié toute sa vie. Mais on espère que via cette commission de rapatriement, via un arrangement tripartite, nous pourrons avoir de réelles solutions, de bonnes solutions et créer les conditions pour que les réfugiés puissent rentrer. L'opposant historique ougandais Kizza Besigye, inculpé pour trahison, a été libéré sous caution ce jour, mardi, par un tribunal de Kampala après avoir purgé 2 mois de détention préventive. Kizza Besigye a dû s'acquitter d'une caution de 100 millions de shillings, soit 26 500 €, pour retrouver la liberté dans l'attente de son procès, dont la date n'a pas encore été fixée. Il y a quelques mois, Keïla, jeune slameuse malgache, a fait le buzz sur Internet avec son premier clip, Madagascar, une chanson engagée, très critique envers le gouvernement. Au-delà des tests, Keïla met aussi des mots au service des autres avec la slamothérapie. Depuis 2 ans, elle aide des dizaines de mamans précoces à s'exprimer à travers le slam. Révolte, rage, désespoir parfois, mais aussi engagement se mêlent sous la plume de Keïla. À 22 ans, la slameuse, poète en herbe comme elle se décrit elle-même, ne mâche pas ses mots. Les politiciens, les effets néfastes de la mondialisation, mais aussi la violence conjugale sont aujourd'hui ses principales cibles. J'ai un texte qui parle d'une femme qui se fait battre au sein d'un foyer. Le message que je voudrais faire passer, c'est que c'est pas que je suis une femme et qu'on dit entre guillemets en malgache fanaka malem, objet mou, que tu vas me piétiner, que tu vas me tabasser. Keïla a commencé le slam à 16 ans. Il y a quelques mois, elle a fait le buzz sur Internet après la diffusion de son premier clip. Une célébrité récente qu'elle utilise pour parler de son concept, la slamothérapie. Une fois par semaine, elle se rend dans cette association pour proposer à des mamans précoces de soigner leur mal-être avec les mots. J'aurais aimé avoir une autre vie, ne pas vivre dans le mépris. J'aurais aimé être comme toi, vivre dans une belle maison, des familles cyclones. Nanzar est une des bénéficiaires de l'association. Quand il a appris elle est tombée que enceinte j'étais à 16 ans. enceinte, Aujourd'hui, elle vit dans cette pièce Il ne reste seule que ma avec sa fille et fille de moi. 4 mois. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est de devoir trouver de l'argent alors que je suis encore en formation. À Madagascar, une adolescente sur 3 est enceinte ou a déjà eu un enfant avant 18 ans. Nanzar trouve du réconfort dans le slam. J'étais enceinte. Je ne pouvais pas le cacher. Qui devrait avoir honte, toi ou moi? Je transpire comme de l'huile. Pour Keïla, la slamothérapie permet de briser les tabous. Ici, on parle de tout, religion, argent ou encore sexualité. Point d'humour sur la prostitution par exemple, en disant ouais voilà mais il n'y a pas de mauvais emploi ou quoi, je suis une prostituée, je m'assume. On sent quand même la joie de vivre ou sinon la force au fait de dire que malgré ce qui m'est arrivé, je reste une femme forte. Douleur, mais aussi joie de vivre et force. À travers le slam, ces mamans précoces ont aussi appris à s'accepter. Après avoir passé plus de 100 jours sur la base navale à Tripoli, le gouvernement d'union nationale s'est installé ce lundi dans les locaux officiels dans le centre de la capitale. Un geste perçu comme un pas supplémentaire pour asseoir son autorité. L'initiative la plus noble du GENA a été le lancement en mai d'une opération militaire visant à reprendre aux djihadistes de l'État islamique la ville de Sirte, située à 450 km de l'est de la capitale. On écoute le vice-premier ministre du gouvernement. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons pris possession du siège de la présidence du gouvernement, après plus de 100 jours passés sur la base navale pour diverses raisons. Aujourd'hui, le gouvernement d'union nationale va pouvoir s'atteler à son travail depuis ses locaux, qui sont bien connus puisque plusieurs gouvernements l'ont déjà utilisé. Ce sont les besoins officiels du gouvernement.
Du nord de la France, le deuxième régime du Hussards s'entraîne. Cette brigade de renseignement de l'armée de terre s'aguerrit en vue d'un déploiement dans le désert du Sahel pour l'opération Barkhane. Mais avant cela, ils défileront le 14 juillet sur le champ des Élysées. En se promenant dans les bois des Vosges du Nord, personne ne pourrait se douter d'une présence humaine ici, et pourtant. Ils sont 3, sous terre, depuis 5 jours, à guetter le moindre mouvement. Ce sont les observateurs du 2e régiment de hussards. Leur spécialité, le renseignement, leur arme, la furtivité. Il a fallu creuser de la profondeur nécessaire pour pouvoir être enterré. Et en plus de ça, couper tous les rondins de bois nécessaires et avoir une toiture suffisamment solide pour nous abriter en dessous. Et pour que si un véhicule devait passer par-dessus, nous ne soyons pas écrasés. Ils travaillent par patrouille d'observateurs qui surveillent une cible et ses mouvements 24 heures sur 24. Ils envoient alors ces informations à une 2e cellule via des ondes HF. Et là encore, à part ce fil d'antenne, nulle trace visible des 2 véhicules et des 3 hommes qui se camouflent ici. C'est la cellule transmission. Nous, on réceptionne le message, on regarde tout ce qu'ils ont noté et en fait on corrige ce qu'il peut y avoir, on demande des précisions éventuellement si on trouve que c'est pas correct. Et une fois que ça c'est bon, nous on envoie à l'état-major qui lui comme ça a le message complet. Ces entraînements intensifs ont pour but de les préparer aux conditions extrêmes qu'ils auront à affronter dans le désert malien où la spécificité de ce régiment est capitale pour toutes les opérations. Le théâtre Barkhane se caractérise par sa grande étendue et par la mobilité et la furtivité de l'adversaire. Donc on est vraiment typiquement dans un cas où la recherche de renseignement est indispensable. Dans la nuit noire, la formation se poursuit dans les forêts vosgiennes. Mais avant d'être déployés dans le Sahel, il faudra encore à ces hommes un long travail d'étude du terrain, tant géographique que géopolitique, une connaissance constituée au fil des missions du 2e régiment de hussards. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À demain.